Et bonjour à tous. Nous venons de démarrer l'ouverture de ce nouveau webinaire concernant la nouvelle version de Revit. Que voilà, donc je vais avoir le plaisir de vous présenter donc les nouveautés Revit pour l'architecture. Et il y en a certaines qui ont retenu notre attention et que je vais vous présenter ici. Donc pour ma part, je m'appelle Thierry Minkela, je suis en charge du pôle architecture et des services BIM VDC Manager. Et je vais donc dérouler le programme qui va suivre en vous rappelant que REFESA aborde différents sujets comme des services BIM, le support à l'assistance, les gestions d'un parc Autodesk par exemple, les formations et les certifications qui sont les points clés pour bien prendre en main les solutions. Un autre sujet qui concerne la sous-traitance BIM, où on va être à même de pouvoir vous épauler, vous conseiller, vous aider lors de réponses à d'appels d'offres, lors de projets concrets, lors de votre migration vers une 2D vers la 3D qui aujourd'hui correspond davantage à plutôt une 3D déjà timorée vers du BIM plus soutenu et puis une virtualisation au niveau des workstations, c'est-à-dire des PC virtuels ou autres. Donc, avec un éclairage différent, RFSA est spécialisé sur un secteur d'activité qui est le leader mondial, national, pardon, des produits et des services pour les architectes. Donc, on a un focus là-dessus. Une informatique à 360 degrés, avec un interlocuteur unique pour toutes les couches qui concernent à la fois le système d'information et l'infrastructure à proprement parler informatique, un portefeuille produit complet qui passe par l'architecture, l'ingénierie, la structure, la conception, visualisation et simulation, et tout ceci adressé aux partenaires de projets pour lesquels on amène notre savoir-faire et on vous épaule dans différents projets avec plusieurs points de position sur le territoire, de Paris à Lyon, Grenoble, La Rochelle, Metz et Tunis, où nous avons également des bureaux, avec des services, conseils, assistance, tout ceci appuyé par les partenaires technologiques, que ce soit Autodesk, Magicad, Adobe, Chaos Group, HP et Microsoft. Donc, notre histoire, très rapidement, depuis 1988 jusqu'à ce jour est passé par différentes étapes qui ont construit la réputation de la société. Je vous parlerai plutôt des dernières étapes. À partir de 2020 et même juste un petit peu avant, on a abordé tout ce qui avait trait à l'optimisation BIM, avec les plateformes collaboratives, les classes virtuelles, le BIM management et de nouveaux points d'agence tels que La Rochelle, Tunis ou Tunis, et puis la certification Calliope. Et cette année, on poursuit en fait ce train vers les virtualisations, le e-learning et puis le BIM construction avec l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on adapte en fait les outils nécessaires à un BIM supposé avec les outils qui prévoient les bandes passantes suffisantes, les outils qui sont interopérables et tout ce dont on a réellement besoin pour tel type de projet ou un autre. Donc l'objectif de ce webinaire, comme je le marque ici, c'est pour parler des nouveautés concernant Revit 2026, qui est le logiciel standard du BIM, et l'agenda est le suivant. On a donc retenu parmi beaucoup de nouveautés celles qui nous a semblé les plus significatives. Donc on va aborder les murs et parements automatiques que j'ai trouvé particulièrement pertinents pour ma part. La modification liée aux affichages, tout autant pertinent. Les mises à jour des objets multicouches. Alors ça, c'est vraiment la clé de voûte. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis quelque temps. Et puis les améliorations liées au solide topographique, c'est-à-dire que toute la partie terrain poursuit sa mue. Jusqu'aux améliorations plurielles entre Revit et Forma pour les croquis d'intention et les faisabilités, et puis Recap et Revit,
une mise à jour assez intéressante concernant Twinmotion, et puis un positionnement de vue de placement automatique, remplacement à l'échelle d'un cartouche, c'est-à-dire des outils qui permettent de produire de manière un peu plus automatisée de certaines tâches qui étaient réputées un peu chronophages ou moins intéressantes. Donc, on va démarrer sur le premier sujet, mur et parement automatique. Alors, cette nouvelle fonction s'applique soit par pièce complète, soit par segment. On va regarder ça ensemble. La nouvelle fonctionnalité se situe ici dans le ruban. Et si d'aventure j'avais dans l'idée euh, d'améliorer le rendu d'une pièce, rendu au sens conception j'entends, et sur un seul pan de mur ou sur tous, avec des parois verticales supplémentaires, eh bien, c'est par là que je passerai et je m'appuierai sur la pièce pour pouvoir le faire. Donc, comment ça fonctionne? Eh ben, voilà, sur une maquette relativement soutenue comme celle-ci, où il y a eu une modélisation relativement avancée. On est déjà un peu loin dans la modélisation et en plus c'est un projet qui n'est pas nécessairement, comment dirais-je, relativement simple, hein, comme vous pouvez le constater. On va s'attarder sur la dernière trame. Et sur cette dernière trame, on va s'appuyer donc sur des fonctions particulières qui vont nous permettre d'habiller, entre guillemets, la pièce. Donc la dernière trame, n'ayant pas encore de surface de fait, on va la faire ensemble et pour vous montrer comment ça se présente. Alors voilà la chambre en question où il n'y a en partie basse aucune plainte. Donc les plaintes ne sont pas encore posées. Et de l'autre côté, au niveau de la tête de lit, pareil, je n'ai pas un mur de briques comme on l'a vu sur l'image tout à l'heure, que l'on va refaire. Donc je commence par faire une surface. Donc de manière tout à fait classique, hein, je vais m'assurer que ma construction est conforme. J'ai des menuiseries, je vais aller faire une surface de pièces, je vais m'appuyer sur une famille vraiment standard, sur l'une puis sur l'autre, donc sur les deux chambres présupposées. Et à partir de là, je vais les distinguer pour prendre la chambre 1 sur la partie gauche et j'en ferai de même pour la chambre droite. Sur celle de droite, donc je prendrai une chambre 2 pour pouvoir bien les distinguer. Dans l'une, je ferai des plaintes parce que j'ai détourné un petit peu cette nouvelle fonction que j'ai trouvée assez intéressante sur un ajout de modélisation qui serait en partie basse seulement. Voilà, plutôt que de faire une finition complète du sol au plafond. Donc c'est ce que je vais faire sur la chambre 1, c'est-à-dire la partie gauche. Et je vous recommande de regarder les surfaces, 15,70 pour la chambre 1 et 20,12 pour la chambre 2, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, je vais m'appuyer sur ce premier élément, qui est la chambre 1, dans laquelle je vais décider de mettre un élément supplémentaire sans contrainte de 10 cm de haut seulement. Et j'ai pris, comment dirais-je, placé par pièce. Il vient de le faire, ça s'est fait très rapidement, immédiatement. Et je vois bien que c'est relativement fin parce qu'il s'agit d'une plainte, mais la menuiserie qui était existante a été considérée. C'est-à-dire que la plainte ne suit pas l'élément. Donc si je retourne dans la vue de la chambre tout à l'heure, j'ai bien maintenant une nouvelle modélisation en partie basse qui est posée, représentant les plaintes de cette chambre. Et avec la famille qui existait, que j'ai choisi, il me l'a posé directement. Et là, pour le coup, comme c'est par pièce, le placement, il l'a fait sur les 4 parois, en fait, de cet espace. Je passe à la pièce d'à côté, où là, je vais profiter du décalage du lit pour pouvoir mettre une paroi verticale, pas nécessairement toute hauteur, mais je vais la faire par segment ce coup-ci. C'est-à-dire, je vais choisir un côté une paroi verticale seule et pouvoir mettre donc une nouvelle famille qui est un mur de briques en fait, mais qui ne va que à 2,43 pour s'aligner à une ouverture à l'ouverture du dressing de cette même espace, cette même pièce.
Et voilà le résultat dont l'objectif a été donné dans la première image que je vous ai montrée tout à l'heure, et là que je viens de faire tout de suite. Voilà, donc euh, la possibilité de balayer l'ensemble des quatre côtés d'un espace, ou alors non, de choisir un point plutôt qu'un autre. Alors, depuis que je l'ai mis, vous avez vu que les 20,12 sont descendus à 19,97 mètres carrés, ce qui est tout à fait logique. Si je revenais sur ce que je viens de faire, c'est-à-dire supprimer ce que j'ai rajouté, ça repasse à 20,12, ce qui est tout à fait normal. En revanche, sur la première chambre et au niveau des surfaces, en allant un petit peu plus loin, si jamais je voulais avoir la surface, mais vraiment en partie basse, euh, considérant la plainte ou pas, pour avoir cette différence-là, je m'appuierais sur une nouvelle famille d'étiquettes qui serait minorée. Donc, juste pour rappel, j'irai chercher donc l'étiquette à proprement parler, que j'ai appelée minorée en mètres carrés, et dans laquelle, si je rentre dans son élément, j'irai chercher une formule. Et dans cette formule, j'irai prendre celle-ci. C'est-à-dire que je la multiplie par 0,999 pour avoir le pouillème de différence souhaité annoncé quand je prends ma surface au sol, considérant les plaintes. Et alors que si je prends la normale d'étiquette, vous voyez que là, j'ai pas de calcul, j'ai rien, donc il prend la valeur pour la valeur, 1 pour 1. Alors que dans l'autre, je suis allé la prendre de 1 pour 0,999 par exemple. Ce qui fait que j'arrive entre l'une et l'autre à 15,53, et si je devais la changer, j'aurais une surface qui serait différente et qui a bougé là rapidement. Donc voilà pour le premier sujet. Je fais la conclusion suivante. Possibilité donc de rajouter sur les parois verticales des nouveaux éléments modélisés, en fait, qui s'appuient sur une famille d'objets, donc sinon de murs, et je me suis amusé à prendre des objets qui pourraient être non contraints, donc comme les plaintes, auxquelles on ne pense pas forcément, et que j'ai trouvé plutôt pertinent, en appuyant là-dessus. Sinon, bien sûr, on pourrait rajouter d'un seul coup, et c'est ce qui est de plus standard et de plus simple, et bien la finition tout court, ça pourrait être sur toutes les parois de l'espace sur les quatre côtés, un BA13 ou que sais-je encore, une finition peinte, etc. Donc voilà pour le premier sujet. Les modifications maintenant liées aux affichages, qui est le sujet suivant, on va aborder là la visibilité et les couleurs quand on utilise les modèles de coordination. Alors ça, c'est important quand on a plusieurs partenaires, rappelez-vous, on peut avoir des maquettes qui nous viennent de l'extérieur et se servir de ces maquettes pour les ramener dans notre Revit. Alors soit depuis Navisworks, logiciel tierce de la suite présentée dans la collection AEC, ou alors une autre maquette de mon propre service, hein, pourquoi pas. Et puis voir le nouvel affichage graphique qui est proposé dans Revit 2026 et qui améliore le rendu en fait. Donc, de quoi parle-t-on? On parle de nouveaux paramètres qui permettent désormais de modifier la visibilité, comme je marque ici, des couleurs et des catégories choisies. Alors ça, c'est très important, parce qu'il y a une différence entre Revit 25 et 26 que je vais vous montrer. Dans le cas d'un modèle de coordination que je redescends dans Revit, qu'il soit local ou depuis Docs, hein, je vais avoir ce résultat-là. C'est-à-dire que je vais pouvoir m'appuyer sur la maquette en question avec un nouvel onglet, modèle de coordination qui est là, mais surtout ce nouvel onglet modèle de coordination, il va décliner toutes les catégories là où avec Revit 2025 il ne les avait pas. Et comme j'ai toutes les catégories, eh bien je peux affecter, alors là très simplement, des couleurs. Des couleurs, toujours redescendre métier, hein, pourquoi faire? Eh ben, pour mieux distinguer certaines zones, certains lots techniques, avoir une meilleure compréhension de l'affichage sur quelqu'un qui viendrait sur le projet depuis peu, par exemple. Donc, comment ça se présente? Eh ben, ça se présente de la manière suivante. Vous voyez que là, en 2025, quand je vais sur les modèles de coordination locale ou Docs, là je vais sur Docs, Autodesk Docs, ACC Docs, eh bien je prends ma maquette,
qui est MEP, qui est déjà affiché, là voilà, et je vais dans mes remplacements visibilité graphisme, et dans cette fenêtre, j'ai un onglet modifier la coordination, et là-dedans, vous voyez, je n'avais pas le détail sur Revit 2025 des catégories. Là, je viens de basculer sur Revit 2026. Ça se présente au début de la même manière. Je peux aller sur Docs ou en local, pareil, aller chercher les éléments nécessaires pour les afficher et les redescendre dans mon Revit. Là, il s'agit très bien de ma maquette map qui est déjà derrière, que j'aurai positionné d'origine à origine ou à l'emplacement partagé s'il existe, très bien. Donc je retourne sur ma maquette, mais là par contre je vais retourner dans ma fenêtre remplacement visibilité graphisme, aller dans l'onglet modèle coordination, et là regardez, j'ai deux choses maintenant. J'ai les occurrences comme avant, mais dans les catégories, j'ai toutes les catégories, et maintenant je peux lui associer catégorie par catégorie des couleurs différentes. Donc ça change beaucoup de choses, ça améliore grandement le collaboratif et la compréhension, puisque lors de l'affichage, vous voyez que je viens de changer là dans mes gaines flexibles une couleur, le magenta vient d'arriver, ça va déjà mieux pour mieux comprendre quid de l'un vis-à-vis de l'autre. Si je poursuis le changement des couleurs selon les catégories et que je passe maintenant au cyan, concernant cette catégorie-là, au niveau des bouches d'aération, eh bien, je vais pouvoir avancer sur une représentation d'affichage différente qu'elle n'a été au départ. Là, je l'ai mis sur les gaines. Ici, j'avance sur l'ensemble. Je pourrais aller loin dans toutes les catégories de ce modèle de coordination qui est ni plus ni moins qu'un modèle qui redescend dans mon Revit. Donc là, c'est plutôt quelque chose de factuel, assez facile à utiliser, mais on peut très bien s'en servir pour autre chose également, parce qu'à partir du moment où je peux rajouter des couleurs à des catégories, je peux masquer des catégories, ce qui amène aussi un autre volet de compréhension du projet. Je peux, sur cette maquette map, très bien enlever certaines catégories pour mieux comprendre certaines autres. On est bien d'accord qu'on a des projets qui peuvent parfois être complexes au niveau des systèmes MEP, et par exemple là, j'y vois déjà beaucoup plus clair par rapport à Megan Flexible, par exemple. Et je peux rajouter à tout moment les catégories qui vont bien. Là, il me manque encore une catégorie que je peux retourner afficher, tout ce qui est équipement pour le génie climatique, et voilà. Et je me retrouve avec l'affichage souhaité, tout ça sur une maquette qui vient de l'extérieur et que j'aurais redescendu via le biais de modèles de coordination. Donc voilà ce que j'arrive à faire avec la dernière version que je ne pouvais pas faire avec la précédente. Ensuite, les modifications liées aux affichages. Alors là, j'ai une petite vidéo qui tourne en boucle qui vous montre avant et après. Ça parle tout seul, hein. C'est-à-dire que si j'active cet accélérateur graphique, eh bien, dans ma navigation en 3D, je vais avoir une meilleure visibilité que celle-ci, où là je suis sur la partie avant. Vous voyez bien qu'il y a un halo blanc qui ne me permet pas de bien distinguer l'intérieur, alors que quand je l'active, comme ça se fait ici à l'instant, eh bien, je comprends très très bien l'intérieur et j'ai une très bonne lecture de l'intérieur, entre autres, mais pas seulement, de tout d'ailleurs, hein. J'ai plus ce halo que l'on voit ici quand je suis sur que je n'ai pas activé cet accélérateur graphique. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça redéfinit l'affichage graphique de Revit pour des performances qui sont améliorées, comme c'est écrit ici. C'est une techno graphique moderne sur des composants open source. Ça s'appuie là-dessus. C'est une version qui permet une navigation plus rapide, finalement, dans un modèle, et puis avec l'utilisation optimisée du GPU. Donc, ils sont allés chercher les points qui allaient bien pour pouvoir améliorer cette constatation, c'est ce qui était un, un point faible, entre guillemets, et puis l'apparence cohérente avec une vue non accélérée, et puis tout ceci est paramétrable par vue. Donc ça veut dire que quand on décide de mettre en place l'accélérateur graphique, c'est bien dans la vue où on est que ça se passe. Voilà. Vu autrement, quand je mets en place cet accélérateur graphique avec une fenêtre, alors je vais l'activer, voilà, il me dit attention, vous allez basculer, je bascule, très bien.
À gauche, je ne le suis pas, à droite, je le suis. Donc là aussi, vu autrement, ça parle tout seul. On a une approche, une lecture assez pertinente. De la même manière, entre cette vue-là et celle-ci, donc on a vraiment une amélioration très nette, c'est le cas de le dire, lors des navigations sur les vues 3D, entre autres sur lesquelles je pourrais me balader dans mes projets. Sujet suivant, la mise à jour des objets multicouches. Donc, c'est une partie qui est très intéressante aussi et qui il va nous améliorer grandement la finalisation de nos plans. Euh, Jusqu'à vite 2025, comment dirais-je, la fonction à proprement parler de la priorité était rangée dans la même colonne. Tant et si bien qu'il fallait bien regarder ce qui était entre crochets pour pouvoir décider du nettoyage entre éléments automatiques. On arrivait à des petites incohérences parfois, comme sur la partie gauche que vous voyez, qui nous demandait euh, de ne plus autoriser les jonctions automatiques pour pouvoir les finaliser à la main. On arrivait toujours à ce qu'on voulait, mais ça permettait d'affiner à la main et ça supposait également bien connaître comment fonctionnaient ces jonctions, quand elles étaient autorisées, quand elles ne les étaient pas. Avec la dernière version 2026, ils ont rajouté une colonne. Et cette colonne permet donc de distinguer la fonction à proprement parler de la priorité. Donc, comme on peut le voir ici, dans le détail, pour modifier l'assemblage, entre guillemets, on voit bien que dans 2025, la colonne fonction comporte les deux, avec la priorité entre crochets, alors que dans la partie droite, la différence de cette fenêtre avec Revit 2026, on voit bien que les priorités sont tout à fait indépendantes et à part. Donc ça veut dire que je peux utiliser plusieurs fonctions de structure qui n'auraient pas les mêmes priorités. Et de même, pareil pour les finitions et les couches isolantes et lames d'air. Autre chose sur les fonctions, on a rebattu le vocable. C'est-à-dire qu'avant, on avait porteur, doublage, isolant vide, et souvent, j'avais des questions. Je mets mon isolant dans quoi finalement? Dans doublage ou dans isolant vide? Et il y avait des doutes parmi les débutants. Là, dans la dernière version, ça a le mérite d'être plus clair, de mon point de vue. Et couche isolante, lame d'air, eh ben, c'est là-dedans qu'on va mettre nos isolants. Ah, par contre, ils ont ajouté une couche qui s'appelle substrat, qui est vraiment intéressante. Et en tous les cas, au niveau des fonctions, on a une déclinaison des fonctions qui permettent de ranger, en fait, d'associer les éléments dans la bonne fonction. Et tout ça indépendamment de la propriété. Alors, si j'y vais, vous voyez bien que sur une des fonctions, n'importe laquelle, je peux associer la priorité de manière totalement indépendante. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je l'ai de 1 à 5, mais je pourrais avoir, comme c'est le cas là, terminal R, ben, je l'ai deux fois, seulement il y en a une qui est en 4 et l'autre qui est en 3 comme priorité. Donc là, je vais aller sur un automatisme beaucoup plus pertinent et plus fin et plus intelligent pour régler de facto, c'est-à-dire directement tout de suite, les bonnes choses. Donc il faudra bien y penser dorénavant dans les familles, puisqu'on va améliorer l'intelligence des familles grâce à cette nouvelle fonction qui, l'air de rien, est une avancée majeure de mon point de vue. Sujet suivant, les améliorations liées au solide topographique. Alors, depuis plusieurs versions, ce ruban-là, concernant les solides topographiques, a été grandement amélioré. Il poursuit ces améliorations. Alors, notamment sur les solides topo et ses sous-divisions. Donc, on va retrouver des décalages possibles en négatif, des sous-divisions, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose de déjà positionné, ben il va aller en négatif et il va récupérer ce que j'avais déjà positionné. Ça va être accompagné. En tous les cas, on peut le faire en négatif. Les subdivisions de sous-catégories, eh ben, en tant que solide topo, on va pouvoir point numéro 3, préciser la notion de volume de coupe et de remplissage. La topographique liée est améliorée, le seuil des points et solide topographique est considéré, et puis
Autre point assez fort, assez intéressant, c'est on va pouvoir copier-coller donc les points d'édition de forme. C'est-à-dire que si j'ai deux objets topo, il y en a un qui est déjà considéré avec des altitudes de points et des courbes de niveau. Je vais pouvoir copier cet ensemble-là sur l'autre qui serait plat au demeurant et il va pouvoir récupérer d'un coup d'un seul toute une zone de points et se modéliser en fait, se mouver en 3D. Donc là, c'est la sous-division qui accompagne en fait le déplacement négatif. Donc il y a une mise à niveau automatique des sous-régions qui sont héritées, hein, quelque part, c'est exactement ça. Puis là, on va copier un élément qui a déjà une altitude avec des points, des choses, etc. Et tout simplement dans le presse-papier, je vais le récupérer sur un terrain plat et je vais lui dire que l'ensemble des points de l'un va sur l'autre, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, encore une fois, on récupère donc tous ces sous-éléments, ces points, cette partie volumétrique, on désigne le topo solide qui est plat et on copie de l'un qui a déjà une courbe de niveau vers l'autre. Donc très intéressant. L'amélioration plurielle, alors là, je dirais, plusieurs points confondus parce qu'il y en avait beaucoup et les plus importants, c'est ceux qui vont de Revit à Forma, où est-ce que nous en sommes, de Recap et Revit, puis une mise à jour assez intéressante pour Twinmotion, le positionnement des vues et placement automatique, très intéressant également, et enfin pardon, le remplacement de l'échelle et du cartouche. J'y reviendrai dans le détail. Je vais commencer par Forma et Revit. Donc, dans ces améliorations, on avance et la fonction de mise à jour reste active après la suppression d'éléments Revit liés. Ça, c'est intéressant. La capacité de traitement ensuite pour les modèles Revit plus complexes est à aborder, c'est-à-dire qu'elle est prise en compte. Puis les feuilles Revit peuvent être épinglées sur le format board. Le format board dans Format, c'est ce qui permet de présenter justement une étude avec différents éléments, soit de simulation, soit de 3D purement Revit, et ben là, ou purement format en 3D, ben là on va pouvoir amener des feuilles Revit, elles peuvent être épinglées donc. Et enfin, quatrième point pardon, qui mérite d'être soulevé, les projets format sont passés à des sites prenant en charge la navigation croisée future avec ACC. Alors ACC, hein, je vous rappelle que c'est Autodesk Construction Cloud, qui est le portail général de la plateforme collaborative Autodesk. Et donc, il y a la possibilité de récupérer, d'aller questionner des éléments dans la plateforme et donc de publier des choses. Donc, format en deux mots pour les architectes au sens large du terme, c'était le dernier maillon, la dernière brique de la suite des outils BIM, qui n'était pas encore BIMé et qui l'est maintenant depuis quelques années, puisqu'il s'agit du croquis d'intention et de la faisabilité. On va donc sur une solution qui est purement cloud. On se connecte comme d'habitude à son compte et à partir de là, en France, on a la chance d'avoir toutes les prédispositions gratuites, c'est-à-dire que comme on commence par aller chercher un terrain et qu'on fait l'extract du terrain en 3D bien sûr, et avec les éléments nécessaires demandés au départ, c'est-à-dire les voiries, euh, le, comment dirais-je, les existants, mais également si toutes les parties végétales boisées ou pas. Ça, c'est des options qu'on coche ou qu'on coche pas. Et bien tout ça, c'est récupéré dans Format et c'est entièrement gratuit pour la France, alors que certaines récupérations de zones foncières ou de terrain dans certains pays sont payants. Alors que nous, non, c'est tout gratuit. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'interopérabilité entre Revit et Format est complètement transparente, c'est-à-dire que je fais mon projet dans Format, j'ai une FESA, elle redescend directement dans Revit. Et ça, c'est extrêmement précieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture
entre le travail de conception fourni dans la faisabilité et je recommence à zéro, soit sur AutoCAD, soit sur Revit, soit sur autre chose. Donc ça c'est plutôt de bonne aloi, je dirais. Là, il y a plusieurs façons d'aborder dans le format les éléments. Soit vous le faites de manière automatique en lui demandant de vous faire un plan masse avec des critères que vous aurez retenus. Format lui-même s'appuie depuis le départ sur l'intelligence artificielle. Ou alors je peux y aller à la volée, comme je pourrais faire avec SketchUp ou autre chose, ou à la main et je dessine moi-même des éléments tridimensionnels pendant ma recherche, justement, vis-à-vis d'un programme qu'on m'aurait soumis. Donc ça, c'est assez intéressant, mais ça ne s'arrête pas là, parce que là, on a parlé que de la 3D, de la conception d'un projet répondant à un programme, mais une fois que je l'ai, je peux aussi faire toutes les simulations que je souhaite sur les incidences de bruit, donc la pollution au niveau des sons, le matin en ville, le soir aux heures des bureaux par exemple, mais également au niveau des héliodons, des ombres projetées et portées, et également au niveau de la recherche énergétique, selon si je consomme, qu'est-ce que je vais consommer si je prends plutôt une énergie type ou une autre, etc., etc. Tout ça pour finalement valider euh, ma, ma faisabilité avant de la ramener dans Revit pour là détailler pas mal de choses, comme on le sait tous, le lien reste, comment dirais-je, en cours. Le lien reste en cours, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai basculé sur Revit que ça va, que c'est fini. Non, je peux très bien faire des modifications sur Revit et les relancer dans le format qui se mettra à jour et dans lequel je pourrais relancer des simulations de type énergétique ou autre. Donc entre Revit et format, donc de plus en plus de liaisons comportant de plus en plus de complexité à prise en compte. Toujours dans ces améliorations plurielles, entre Recap et Revit, il y a un point qui a été amélioré qui concerne la conversion de nuages de points en modèle de maillage segmenté, comme c'est expliqué ici dans ma diapositive, grâce à un traitement local personnalisé. Alors bon, il y a un éditeur en fait qui est intégré dans Recap Pro. Par contre, c'est la version pleine, hein, qui exporte en modèle léger. Alors, soit Navisworks avec un NWC, soit OBJ qui est très très souvent utilisé, voire Revit, et qui relie le modèle de maillage dans Revit. Et d'ailleurs, dans Revit, on peut ajouter au document dans Revit, justement, voire même transformer un maillage en famille Revit, selon ce que l'on a comme workflow en tête, c'est-à-dire un flux de travail en français, ce que l'on souhaite faire par derrière. Est-ce que l'utilisateur a Revit? Si oui, qu'est-ce qu'il pourrait en faire? Et sinon, il y a toujours la particularité de récupérer le maillage en OBJ qui parle au plus grand nombre. Ensuite, pour Twinmotion, dans la petite animation que vous voyez, qui est en train de tourner, on a toutes les catégories de modèles de subdivision dans Twinmotion. Il y a une amélioration du flux de travail, donc le workflow. Et puis le chemin de substitution dynamique est modifiable pour le stockage des ressources téléchargées. Donc on améliore là aussi l'interopérabilité entre mes modèles ou mon modèle Revit vers Twinmotion pour rendre encore plus intéressant cet échange entre l'un et l'autre. Le positionnement de vue et placement automatique. Donc l'attribution des positions enregistrées quand j'ai une série de vues peut s'appliquer à toutes les autres. C'est-à-dire que je vais commencer par enregistrer une position, et cette position, je vais pouvoir l'appliquer à toutes les autres. Alors par exemple, j'ai une série de vues là, qui est positionnée de cette manière-là. Si je fais le zoom sur l'une, et que je m'adapte à l'une plutôt qu'une autre, je les ai toutes rangées, toutes considérées faisant partie d'un nom d'enregistrement à proprement parler, je peux déplacer l'une, l'éditer,
c'est-à-dire rentrer dedans et la déplacer à l'endroit que je veux. Là, je l'ai mis un peu plus vers l'angle, comme vous voyez. Et au moment où je vais finir, toutes les autres vues qui sont enregistrées sur ce positionnement vont bouger. Voilà, donc cela, ça a été une dit attention, tout va bouger, est-ce que vous voulez continuer? Oui. Et hop, tout a bougé d'un coup d'un seul. Voilà. Le sujet suivant. Le remplacement de l'échelle du cartouche. Alors par défaut, pour ceux qui utilisent bien sûr quotidiennement Revit, quand on avait une mise en page avec plusieurs échelles différentes, si jamais j'avais le paramètre d'échelle qui était donné dans mon cartouche, il marquait varié ou différent ou remplacement. Voilà. Donc le nouveau paramètre de cartouche permet de remplacer le texte personnalisé quand une feuille affiche des vues à plusieurs échelles. Donc c'est un nouveau paramètre qui s'appelle remplacement d'échelle, donc à valeur multiple, sachant qu'il ne prend en charge que les valeurs de texte, pas les valeurs numériques. Donc ça c'est quelque chose d'important qui permet de distinguer les différentes échelles, alors qu'avant, sur la version précédente, on ne pouvait pas le faire. Donc, j'en ai terminé pour la présentation de ce qui nous a paru ici chez FSA de plus pertinent, de plus intéressant dans la production des plans et qui est immédiatement préhensible et qu'on peut utiliser tout de suite. Donc, j'en profite pour vous rappeler les webinaires sur les nouveautés Autodesk 2026, que ce soit pour la structure, le MEP ou l'infrastructure, jusqu'à la présentation d'un jeu d'outils Plante 3D. Vous aurez tous les dates et liens d'inscription disponibles dans le chat de Go to Webinaire. Sachant que pour les questions, je vais donc ouvrir le panel de questions et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler. Sachez que RFSA vous permet de monter en compétences et que notre portefeuille de formation s'étend sur 10 parcours complets par métier, alors que ce soit architecture, structure, MEP, infrastructure, jusqu'au géomètre, et qu'il y a des formations certifiantes de 10 à 12 jours, que cela balaye quand même 64 programmes, et que ça représente plus de 26 000 pages et cours d'exercice, donc qui sont mis à jour. C'est quand même, on est relativement fiers de pouvoir proposer ça aux stagiaires qui viennent nous voir. Les formats sont plutôt flexibles et adaptés à vos besoins, bien sûr. Ils peuvent être à la fois en présentiel ou dans les salles de formation ou en distanciel, sur des sites comme Paris, Lyon, Grenoble, Bordeaux, La Rochelle ou Tunis. On s'appuie sur des financements complets disponibles, alors que ce soit du CPF, de France Travail, des actions collectives Atlas ou des OPCO, voire du FNE. Et on est à même de pouvoir vous dispenser toutes ces formations, alors toutes disciplines confondues, je le répète, et par le biais de 12 professionnels expérimentés chez FSA, pour vous aider à monter en compétences ou à porter un éclairage sur des zones d'ombre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les présenter maintenant. Euh, alors, j'ai une première question euh, qui me présente l'idée de est-ce que Forma est complètement intégré dans Revit et en lien permanent. Donc, écoutez, la réponse est oui, c'est-à-dire que il y a une passerelle permanente entre Revit et Forma et Revit, qui permet de garder le lien permanent entre les deux
type d'étude, j'allais dire, pour les cas de modification. C'est-à-dire que quand je redescends dans Revit et que je modifie quelque chose et que je souhaite le faire comprendre à format et que je retourne vers format, il peut y avoir une synchronisation qui met à jour. Et pour quelle raison je ferais ça? De revenir en arrière, entre guillemets, et ben pour rebalancer des simulations, en fait. Entre autres, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc oui, Revit et format présentent les mêmes, comment dirais-je, s'appuient sur la même passerelle, en fait, tout à fait. C'est complètement possible. Ensuite, j'ai une autre question. Est-ce que la particularité de Revit 2026 garde son pendant depuis toujours, c'est-à-dire que est-ce que je peux lire comment dirais-je, les versions précédentes, etc. Oui, ça n'a pas changé. On peut toujours lire les versions précédentes. Par contre, la règle d'or reste inchangée également, c'est-à-dire que je ne peux pas euh, faire lire un projet Revit 2026 à quelqu'un qui sera encore sur Revit 2024. Voilà. Hein. C'est-à-dire que la version optimum peut lire les autres, mais par contre l'inverse n'est pas vrai, et ça c'est vrai pour beaucoup de logiciels BIM. Sinon tous, mais je reste prudent, je pense que c'est quasiment tous, sinon tous. Ensuite, alors l'histoire du maillage, très bien. Alors concernant le maillage, venant d'un nuage de points, parce que évidemment, en qualité d'architecte, vous pouvez être sur des, comment dirais-je, projets de réhabilitation. Donc, il aurait pu y avoir une capture de la réalité, et vous avez un nuage de points. Et ce nuage de points, vous savez que c'est du raster, et qu'on ne peut rien d'autre, on ne peut rien en faire d'autre, pardon, que de le consulter, de naviguer dedans, mais ce ne sont pas des objets à proprement parler, c'est du raster, ce n'est pas du vectoriel. Donc là, il y a la capacité à faire une capture, une zone, sur une zone, et d'en faire un maillage. Et dès lors qu'on a un maillage, on traduit ces nuages de points en objets. Alors ce maillage après est préhensible, alors selon les formats que j'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être de l'OBJ, qui est le plus utilisé, on va dire, mais ça peut être également balancer ça par rapport à une famille Revit qui pourrait être intéressant. C'est pas forcément, il n'y a pas de meilleure procédure vis-à-vis d'une autre. Tout dépend du travail que l'on souhaite obtenir à la fin. Dans tous les cas, on peut donner un peu plus d'intelligence à ce nuage de points qui n'en a pas au départ pour récupérer une volumétrie et en faire quelque chose. Donc oui, ce maillage est intéressant et cela nous évite de modéliser. Alors sans doute des zones qui seraient complexes à faire en modélisation, en réhabilitation, bâtiments historiques, ce genre de choses où il y a beaucoup de sculptures ou de moulures ou que je pourrais récupérer sur un objet sur lequel je pourrais me baser ultérieurement. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a parlé de format, on a parlé des nuages de points, les avancées différentes que propose Revit. Ah oui, là je vois sur les jonctions. Alors oui, sur les jonctions, on a la possibilité de les nettoyer ou pas, c'est-à-dire que par défaut, on peut laisser faire Revit tel que ça a été prévu dans les familles en s'appuyant sur les gabarits, mais on peut débrayer ça. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais on peut en effet débrayer ça en disant ne me fais pas la jonction. Et je me débrouille manuellement pour régler des problèmes peut-être un petit peu ardus en fait. Hein. Donc là, l'amélioration, elle est majeure hein, puisqu'on sépare en deux colonnes la fonction de la priorité. Ce qui fait que je peux affecter différentes fonctions d'une même catégorie d'objets, mais avec des priorités différentes, plus fortes ou plus faibles. Je vous rappelle que de 1 à 5,
la 1 étant la plus forte, la 5 étant la plus faible. Voilà. D'autres questions? Non? Eh bien, entendu. Alors, on va enchaîner sur les formations pour l'architecture. Donc, on a des catalogues, les parcours. Le parcours Revit est composé de 3 cycles. Alors, c'est vrai qu'il faut en parler. Il y a une initiation de 5 jours, suivie d'un intermédiaire de 3 jours, puis encore suivi d'un avancé sur 4 jours avec la certification. Donc le parcours, comme il est précisé ici, traite être d'une traite par un cycle. Il peut être suivi d'un coup, quoi, mais l'initiation peut être suivie en 5 jours consécutifs ou 3 plus 2. En général, quand on découvre une solution, quand c'est vraiment tout neuf, il est préférable de l'aménager et on peut très bien faire les 3 premiers jours et laisser un temps de digestion, j'allais dire, et de faire les 2 jours un peu plus tard. Tant et si bien qu'on conseille, dans la mesure du possible, alors ça dépend de votre travail, bien entendu, de votre quotidien, mais on conseille 2 semaines de délai entre l'initiation et l'intermédiaire, en tous les cas, et 3 semaines pour le module avancé. Sur le plan pédagogique, tout enquiller d'un coup, ne serait-ce que la moitié du cycle, nous semble pas forcément la bonne option. Voilà, il est préférable parce que la clé c'est la pratique en fait, comme vous le savez. Et même quand on connaît déjà la solution, pratiquer sur de nouveaux modules, de nouveaux process de collaboration, c'est vraiment important. Donc il faut se laisser le temps de récupérer les bons réflexes et de les avoir intégrés. Voilà notamment sur le plan collaboratif. Hein, je vous rappelle rapidement que le BIM est sujet à collaborer et que le collaboratif a plusieurs degrés avec plusieurs outils et plusieurs options possibles. Donc d'une collaboration à une autre, il est nécessaire de les tester et de les mettre en place. Donc toutes nos formations abordent tous ces sujets jusqu'à la partie avancée. Si vous n'avez plus de questions, eh bien, je vous remercie grandement de votre attention. Je vous souhaite une excellente poursuite dans vos travail et je vous dis à bientôt en espérant vous croiser sur nos formations. Je vous remercie encore une fois et je vous dis bonne fin de journée. Au revoir.